Lilou Dallas Multipass. Oui, d'accord, mais qu'est-ce que vous voulez? Lilou Dallas Multipass. Une place de ciné? Non, mais on peut pas acheter une place de ciné avec ça, il faut de l'argent. Multipass. Multipass, she knows it's a multipass. Multipass, j'ai bien compris, c'est pas autre chose à dire. Yeah, she knows it's a multipass. Yeah, anyway, we're in love. Bon, suivant là. 24 sur 2, troisième. C'est à peine âgé de 16 ans, et tandis que Luc Besson n'a pas beaucoup d'amis et s'ennuie énormément, qu'il débute l'écriture d'un roman sur un univers fantastique et futuriste pour l'aider à passer le temps. Mais au-delà d'être un hobby, ce roman c'est surtout le moyen pour lui d'imaginer ce monde fantastique et futuriste loin du cliché sombre qu'on en fait habituellement. Ce que Besson voit, c'est un monde bien plus fun et plus coloré. Une histoire cependant qui varie quelque peu du film que l'on connaît. Le personnage Corbin Dallas se prénomme à cette époque-là Zaltman Bleros. et au lieu de rencontrer la jeune Lilou qui atterrit par inadvertance dans son taxi, Zaltan Bleros la rencontre lui au Club Med, au cours d'un voyage qu'il aurait gagné. I'm on vacation. Don't shoot me, please. I'm on a vacation. I want a contest. Gemini croquettes to Flossed in Paradise. En 1991, Besson est déjà soutenu par Gaumont, qui entame le travail pour ce projet. Tandis que la recherche d'acteurs commence, que le scénario se modifie petit à petit et se construit tout doucement vers ce qu'on connaît maintenant, la production finit par s'arrêter. Déjà parce qu'ils n'ont pas les fonds nécessaires, un petit 100 millions de budget estimé, mais aussi parce que Besson estime qu'il n'a pas la maturité et le contrôle nécessaire pour le faire. Cette histoire, il la tient depuis son adolescence, et il souhaite lui rendre hommage convenablement. En parallèle de ses autres films, Besson continue à travailler sur ce projet. Il décide également de diminuer le budget à 90 millions de dollars en espérant que ça l'aide à trouver des investisseurs. Et c'est le cas, puisque grâce à son film Léon dans lequel Columbia Pictures avait déjà investi, Besson réussit à obtenir leur confiance et à les embarquer dans cette nouvelle production. Si vous avez déjà vu le film, vous aurez pu constater qu'il comprend quelques effets spéciaux, comme la ville de New York par exemple, où les voitures s'entremêlent de gauche à droite et de bas en haut. Pour créer cette ville futuriste, il est utile, vous l'aurez compris, d'utiliser des images de synthèse. Et si Besson souhaitait pouvoir les faire en Angleterre où se trouvait le film, il fut obligé de passer outre-Atlantique chez Digital Domain, la société créée par James Cameron, faute de trouver ce qu'il souhaitait en Angleterre. Un petit détail géographique qui complique un tant soit peu la tâche. Les effets spéciaux sont donc construits en Californie, alors que les miniatures, elles, sont construites à Londres. Compliqué pour l'équipe des miniatures de savoir comment faire vivre leur décor physique dans ce décor numérique. La société d'effets spéciaux envoie son responsable, Mark Stetson, directement sur le plateau pour comprendre ce que Besson souhaite. Karen Goulekas, qui supervise les effets spéciaux, sera envoyée à Londres également pour aider à la création des miniatures en fonction des effets spéciaux. Tout ceci devient un réel travail d'équipe. Chaque département travaille main dans la main pour créer ce monde fantastique tout droit sorti de la tête de Luc Besson. Les miniatures à l'échelle 1/24e sont alors enregistrées dans des images de synthèse envoyées à Londres. Ces mêmes images de synthèse comprenaient également la dimension du plateau. Par la suite, un setup était mis en place pour permettre à tous de travailler sur le même espace physique. Ainsi, lorsque la caméra partait trop loin et dépassait le cadre des images de synthèse, le problème leur était signifié par un changement de couleur dans les images reçues. De même, lorsque la caméra dépassait l'espace prévu pour les miniatures et entrait dans le champ des images de synthèse. Un travail méticuleux et à la pointe qui a permis aux équipes de travailler ensemble et même à des milliers de kilomètres l'un de l'autre. Il est certain que le travail ne fut pas le plus reposant possible, et certainement pas pour l'équipe des miniatures qui restait à l'affût du moindre changement à faire pour l'œil de la caméra. En effet, dans un cas normal, les voitures vont d'un point A à un point B, sauf dans le monde virtuel de Besson, dans lequel les voitures vont aussi bien d'un point A à un point B que d'un point C à un point D, obligeant ainsi l'équipe à être aux aguets dans le cas où il faudrait changer le sens des feux par exemple. Profitons que nous parlons de ces voitures pour faire une petite parenthèse sur elles. On le sait, l'histoire du 5e élément vient en grande majorité de l'imagination de Luc Besson. Mais pas les voitures, puisqu'elles sont tout droit sorties de la bande dessinée de Jean Giraud et Jean-Claude Mézières. Ce dernier enchaînera d'ailleurs d'autres projets avec Luc Besson, dont le film Valériane. Pour terminer le chapitre effets spéciaux, parlons de l'explosion avec un grand E.
croire qu'il s'agit également d'images de synthèse, il n'en est rien, tout du moins pas celle-ci. L'explosion a donc bel et bien lieu sur le tournage, encadré bien évidemment par des personnes spécialisées dans le domaine. Luc Besson souhaitant une belle et vraie grosse explosion qui en mette plein les yeux, ses désirs devinrent des ordres et l'équipe créa LA plus grosse explosion de feu faite sur un décor jusqu'ici. Je vous l'ai dit, les effets spéciaux ont demandé un travail colossal, d'énergie, de temps et d'argent, puisque le budget des effets spéciaux est à lui seul le plus élevé de l'époque. Bah dis donc, il y en a des records dans ce film. Pour réussir un film, avoir de bons effets spéciaux c'est bien, mais avoir de bons acteurs c'est mieux. Nous ne pourrons pas parler de tous les acteurs présents dans ce film, sinon cette vidéo n'en finirait plus. Néanmoins, parlons des principaux. Gary Oldman, alias Zorg, a accepté le rôle, non pas parce qu'il l'aimait vraiment beaucoup et qu'il en rêvait, mais bien parce qu'il était redevable à Luc Besson. En effet, le réalisateur avait aidé financièrement Oldman à réaliser son premier film, Neil by Mouth. Ne voyant personne d'autre que lui pour interpréter Zorg, Besson fit rappel de son service à son ami en lui proposant de venir se marier avec lui un bon coup sur le plateau. Bien que l'acteur adore Besson et bien évidemment accepté de lui rendre l'appareil, il n'en demeure pas que pour lui, il ne garde clairement pas un bon souvenir de ce rôle. Avant de connaître le célèbre duo Bruce Willis-Mila Jovovich, le cinquième élément a bien failli accueillir sur son tournage le duo Mel Gibson-Julia Roberts. Alors que Luc Besson et Mel Gibson ont leur bureau côte à côte chez Warner Bros, Besson propose à l'acteur le rôle principal. Tous les jours suivant cette demande, Mel Gibson viendra passer sa tête dans les bureaux de Luc Besson pour le saluer et lui dire qu'il réfléchit toujours à la proposition. Jusqu'au jour où, finalement, il décide de décliner simplement et très gentiment la proposition, bien que très flatté de l'intérêt du réalisateur. De son côté, Besson n'a pas chômé. Pas persuadé que Mel Gibson prendrait le rôle, il en parla un jour à Bruce Willis sans trop se faire d'illusions. Bruce Willis est très réputé et très demandé. De ce fait, il n'est pas certain que le salaire qu'il demandera rentre dans le budget prévu. Mais après avoir annoncé à Bruce Willis qu'il n'avait toujours personne pour ce rôle, l'acteur acceptera de lire le scénario. Et pas moins de 2 heures plus tard, rappellera le réalisateur en confirmant sa présence sur le film dans le rôle de Dallas. Si Bruce Willis est réputé et vaut cher, il n'est jamais contre d'accepter un film qui paye un peu moins bien, mais sur lequel il pense qu'il va vraiment kiffer. Et si on a du mal à imaginer Julia Roberts dans le rôle de Lilou, elle ne fut pas la seule personne considérée. Elizabeth Berkley fut ainsi rudement envisagée par Luc Besson, qui fut obligé d'abandonner ce choix sous la pression des sociétés de production. Hors de question de choisir celle qui a joué dans ce film horrible qu'est Showgirl. Finalement, ce sera Mila Jovovich qui l'emportera après avoir auditionné en compétition avec pas moins de 8000 autres jeunes demoiselles. Et ce rôle ne fut pas le plus simple du monde à incarner. Le côté guerrière de Lilou soumet le mannequin à un entraînement intensif quotidien d'acting et de karaté, à raison de 8 heures par jour pendant des mois. Un programme certes intense, mais qui ne permettra tout de même pas à l'actrice de parvenir à effectuer toutes les prises dont seule Lilou a le secret. Ainsi, cette prise par exemple était infaisable pour Jovovich. Le plan sera alors le résultat malicieux d'une chorégraphie bien établie, saupoudrée d'une jambe artificielle en dehors du cadre qui donne le coup de pied à sa place, ceci créant l'illusion parfaite. Parce que, sincèrement, qui avait compris qu'il y avait magouille? Quand le président Lindbergh dit au père Vito Cornelius qu'il n'a que 20 secondes pour s'exprimer, le père parle effectivement pendant 20 secondes montre en main. Imagine for a moment that this thing is not anything that can be identified because it prefers not to be. Wherever there is life, it brings death. Because it is evil, absolute evil. One more reason to shoot first. Evil begets evil, Mr. President. Shooting will only make it stronger. Pour rester dans la catégorie des infos drôles, parlons de la fausse langue parlée par Mademoiselle Lilou. Nela dindo. Ujala boom. Une langue inventée par Luc Besson et Mila Jovovich eux-mêmes. Une langue qu'ils se sont bien gardés de partager avec l'acteur principal, Bruce Willis, à qui ils ont voulu garder la surprise. De fait, lors de cette scène où Corbin Dallas rencontre et entend Lilou pour la première fois, la réaction ne pourrait pas être plus naturelle. D'ailleurs, en parlant de réaction naturelle, Luc Besson s'était bien gardé également de montrer le travail artistique effectué sur Mai Wen, qui interprète la diva. Lorsque le personnage s'aventure sur la scène pour son solo, la réaction du public, et celle de Bruce Willis plus particulièrement, est elle aussi tout à fait naturelle.
C'est ici que je vous quitte, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à vous pour votre soutien au quotidien. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Allez couper.